Je vais vous présenter en fait les orateurs et nous allons démarrer avec le premier orateur, Karen Seeden, qui est professeur et professeur associé de l'Université d'Histoire de l'Art. Vous avez en fait, après avoir travaillé comme directrice du Musée national, elle a publié des œuvres sur en fait la peinture et le symbolisme. Son travail reflète l'identité, les questions d'identité et l'art comme expression en fait d'art historique qui a été contemporain dans le passé. Cela peut être une expression des sentiments, des pensées. Elle, en fait, pose des questions sur l'art du point de vue existentialiste. L'autre orateur sera Vibeke Rostorp, historien d'art, écrivain, conservateur, navigue entre les travaux de peintres du français et scandinave du 19e et 20e siècle. Et sa dissertation, Le mythe du retour, concerne les artistes scandinaves qui sont venus en France au début du siècle et les effets lors de leur retour. On voit les écoles qui ont été en fait influencées par les artistes qui revenaient, par exemple le romantisme. Les travaux de Rostorp peuvent être retrouvés dans les publications qu'elle a coécrites. Et enfin, Alexandre Herlitz de l'Université de Gothenburg, qui en fait étudie l'art scandinave du 19e siècle du point de vue critique, les aspects transnationaux et les colonies d'artistes. Et en fait, il a travaillé dans un réseau Kranskölings Socialna. Et les interprètes s'excusent. L'orateur est en train de lire un texte très rapidement. Enfin, il y a d'autres publications qu'on peut retrouver dans différents magazines et œuvres. Il faut savoir que ici, on parle de l'art du point de vue sociologique également. Merci. Thank you very much for this kind Merci beaucoup pour cette présentation chaleureuse. Je dois dire que je suis à la fois honorée et très heureuse d'être là cet après-midi. Je voudrais en fait remercier tous mes amis et collègues de Grèce-sur-Loire et de Suède et ailleurs. Tout d'abord, je voudrais démarrer cette séance avec une présentation sur notre exposition en cours sur Grèce-sur-Loire, Art et relations, c'est le titre de l'exposition. Il faut savoir, c'est une exposition basée sur recherche et cela en ce qui concerne le Prince Eugens Waldorfmuseum de Stockholm. En ce qui concerne notre exposition, je répète, cette exposition est basée au musée Prince Eugens Waldorfmuseum, qui en fait était l'ancienne résidence des princes héréditaires de Suède et de Norvège, qui était le plus jeune des 4 fils du roi Oscar et de la reine Sophia d'Allemagne. Et je dois dire que il faut savoir que dans les années 90, il était un des grands peintres paysagistes, un collectionneur d'art et réellement un sujet clé du monde artistique suédois jusqu'à sa mort en 1947. Et pour information, il faut savoir que le prince Eugène, en fait, était très influencé par l'art français et a étudié à Paris, Puvis de Chavannes, Henri Chervet et André Boll à Paris
entre 1887 et 89. Je voudrais tout d'abord, maintenant, ayant présenté notre musée, vous parler de cette colonie artistique extraordinaire de Grey-sur-Loing. Vous savez que Grey-sur-Loing est un village qui est à peu près à 60 km au sud-est de Paris, pas très loin de Fontainebleau. Et il faut savoir que ce village est légendaire en ce qui concerne l'histoire de l'art suédoise. Il faut savoir que c'est là qu'un certain nombre de jeunes artistes qui auraient plus tard une forte influence sur la scène artistique suédoise sont venus pendant les années 1880. Il faut savoir que cette colonie existait depuis les années 1870. Donc cette année, le musée Prince Eugens de Stockholm a eu une exposition qui était vraiment basée sur la recherche scientifique en Suède et en Europe afin de pouvoir présenter la colonie d'artistes de Grey-sur-Loing dans un contexte international. Dans notre exposition, vous pouvez voir une vue de la première salle d'exposition lors de notre exposition qui a démarré en février de cette année. C'était la première fois que la colonie artistique était présentée lors d'une exposition, surtout en tant que colonie d'art artistique avec des artistes suédois, anglo-saxons, peintres, musiciens, etc. Et cela à une époque où les relations entre artistes de nationalités différentes étaient très courantes. Il y a eu 5 salles dans l'aile 1913 du musée qui comprend plus de 100 œuvres d'artistes très connus ou moins connus provenant de 8 différentes nationalités. Oscar Toro, Carl Norsen, Julia Beck, Emma Löst et Rule Byrjen, Carl Nyström et beaucoup d'autres Scandinaves ont en fait été représentés, mais il y avait également Christian Krug et Christian Krug, qui étaient norvégiens, Peter Skevering Kreyer, danois, et Frank Mira et Catherine McCausland, irlandais. Il y avait Chadwick, l'américain, ainsi que William Blatroot du Canada. Dans la présentation avec les photos, vous verrez que dans toutes les salles d'exposition, vous avez en fait également des œuvres de peintres scandinaves à côté de peintures d'artistes anglo-saxons. Dans cette photo, au milieu, vous voyez une peinture de William Blair Root et de Carolina Benedict Bruce qui est à côté d'une lithographie qui s'appelle L'Atelier. Et à côté, vous avez un tableau de Julia Beck. Et à gauche, vous avez une œuvre de Christian Krug, un peintre norvégien. Et à l'autre direction, vous pouvez voir une peinture de Frank Romero. Donc, tous ces différents artistes ont visité Grey-sur-Loing et, comme je l'ai déjà dit, sont devenus membres de cette colonie d'artistes internationaux. Maintenant, il faut savoir que le musée Prince Eugens, chaque année, travaille pour étudier et présenter les colonies d'artistes européens. La dernière exposition avait en fait une présentation d'une colonie d'artistes à Stockholm, au Danemark, et ainsi qu'une autre colonie qui avait travaillé à Stockholm en 2014. Et vous savez que, en fait, le prince Eugens était très présent là. En 2018, nous avons organisé une exposition sur une colonie d'artistes à l'extérieur de Bremen, en Allemagne.
Et il faut savoir que c'était la première exposition en Scandinavie qui comprenait des, euh, euh, des peintres allemands très connus. Mais contrairement aux colonies d'artistes que j'ai déjà mentionnées, dans lesquelles vous aviez surtout des peintres indigènes, Grey-sur-Loing était une colonie internationale d'artistes. Il y avait des artistes de l'Irlande, de l'Écosse, de l'Angleterre, du Canada, des États-Unis, de la Suède et du Danemark. Il y avait également quelques Allemands, Italiens, Danois, français, espagnols. Et à partir de 1889, des artistes japonais ont trouvé le chemin de Grey également. Et comme vous le savez, vous savez que situé proche de la métropole croissante de Paris, ce village près de la forêt de Fontainebleau fonctionnait l'été comme une plateforme informelle pour la création d'interactions et de liens sociaux à travers les frontières internationales. Pendant ces étés artistiques à Grey, les artistes ont surtout concentré leurs efforts sur des œuvres en plein air et commencé également des compositions très audacieuses et le rendement enfin de lumière impressionniste grâce aux paysages extraordinaires. Ici, vous pouvez voir en fait dans la salle scandinave, vous voyez des peintures au centre de la photo qui traitent d'une composition intéressante, le vieux pont par Carl Nouchten à Grey-sur-Loing. À côté, vous avez un tableau par un peintre Gardin Larsson qui s'était inspiré de l'art japonais. La plupart des artistes dans cette colonie étaient assez jeunes lorsqu'ils sont arrivés à Grey-sur-Loing. Ils venaient de leur pays d'origine et venaient de l'Académie libre, l'Académie Colarossi, ou venaient de villages tels que Barbizon, Fontainebleau, Marlotte, Nemours et Montigny, pour n'en mentionner que quelques-uns des villages qui étaient fréquentés par les artistes et qui, du point de vue géographique, proches de Grey. Et vous savez que les artistes, en fait, avaient des échanges avec la scène artistique de la capitale et participaient au salon l'hiver, avaient donc des possibilités de peindre et d'avoir des rapports sociaux avec d'autres peintres l'été. Donc, ils ont bien sûr développé des relations amicales et amoureuses qui sont également importantes, et cela à travers les frontières internationales. Il existe des exemples intéressants. Ici, vous avez une photo de la salle principale de la galerie de notre musée. Il faut savoir qu'il y a eu des relations très connues entre Carl Larsson et vous savez que déjà, il y avait en fait connu à Stockholm, mais il faut savoir qu'ils avaient, ils sont tombés amoureux et se sont mariés en, en résultat de cette visite à Grey-sur-Loing. Dans le fond de cette image, c'est très difficile de voir le tableau, mais vous pouvez voir un tableau de Arco Larsson où vous voyez en fait Nilsson, leur fils qui est né à Grey-sur-Loing. À gauche, vous pouvez voir en fait un tableau de William Laird Bruce, de sa femme Carolina Benedict Bruce. Vous voyez la sculpture. Et en fait, le tableau s'intitule Femme sculptrice. Et à côté, vous voyez en fait des sculptures de Carolina Benedict Bruce.
Ils se sont également rencontrés à Grey, et sont tombés amoureux et se sont mariés. Alors, il faut savoir qu'il y a également un peintre suédois qui s'est également amouraché d'une américaine, Frances Brooks Chadwick et Emma Lost. En ce qui concerne Caroline Benedict Bruce, elle est en fait d'une famille aisée de la Suède. En 1881, c'était seulement la troisième femme acceptée dans l'école d'art à Stockholm. En 1885, elle a rencontré Bruce du Canada. En ce qui concerne les travaux principaux, vous avez en fait le bailleur à gauche et à droite le baigneur blessé, les œuvres qui ont été présentées à Paris au salon. Elle était fortement impressionnée et influencée par le style de Rodin et aimait partager les sentiments des personnages. Les Benedict et Bruce ont en fait exprimé leur admiration mutuelle et cela se voit dans ce portrait impressionnant fait par Bruce de Carolina Benedict Bruce, un portrait démontrant un grand respect de plusieurs points de vue. Eh bien, le couple artiste a vécu à Grey entre 89 et 94 dans le pavillon Kling, dans l'hôtel Chavillon, et ils avaient vécu là-bas en tant que nouveau-nés. En 1900, la capitale commençait en fait à créer un foyer pour les artistes dans une île de la mer Brooklyn. Et donc, c'est quelque chose à visiter également si vous avez le temps. Maintenant, malgré les liens transnationaux créés par la colonie de Grey-sur-Loing, en fait, très souvent dans les publications d'histoire d'art, on parle de Grey comme colonie nationale. C'est un point de vue qui était exprimé par les artistes suédois qui travaillaient à Grey et les critiques d'art suédois qui faisaient des reportages sur cette colonie. Ces représentations de Grey-sur-Loing, qui souvent ont été répétées de façon non critique, sont en fait des expressions des courants nationalistes qui avaient influencé les écoles d'art et politique en Suède à la fin des années 1800. Il faut savoir que le travail de la colonie artistique de Grey entre 1870 et 1910 par différents critiques, on a en fait une vision complètement différente de comment les artistes provenant de différents pays travaillaient côte à Grey. D'autres historiens d'art parlaient de Grey comme en fait une colonie internationale. Et d'ailleurs, Alexandra Herlitz parlera de choses très intéressantes. Sa dissertation, qui s'intitule Grey-sur-Loing revisité, qui a été publiée en 2013, a été très importante en fait dans cette exposition et le catalogue. Il faut savoir que l'exposition Grey-sur-Loing est accompagnée d'un catalogue avec des contributions provenant de l'Angleterre, l'Irlande, les États-Unis et ailleurs, car ce sont des articles qui résument en fait les dernières recherches faites sur la colonie de Grey-sur-Loing. Un dernier mot sur le catalogue, parce qu'en fait, le catalogue est parallèle à l'exposition, parce que les mêmes sujets traités, présentés par l'exposition, sont également présentés dans le catalogue de l'exposition. Malheureusement, il est en suédois. Ce catalogue démarre avec un article
écrit par moi en tant que professeur associé d'histoire d'art et un des conservateurs de l'exposition. C'est un article introducteur sur Gray et la colonie de Gray, ainsi que l'origine des créateurs. Ensuite, un article de Alexander Herlitz sur le réseau social de la colonie de Gray, en fait, et qui décrit en fait la colonie et regarde les relations établies par les artistes avec la population locale, mais elle regarde également la colonie artistique de Gray par rapport à d'autres colonies existant à l'époque. Et il y a également un article par un conférencier. Et il faut savoir que les Norvégiens étaient les premiers Scandinaves à aller à Gray. Les premières visites ont eu lieu en 1880. Et même s'il y avait peu d'artistes norvégiens qui ont peint à Gray, il y avait Erik Boriko, Christian Skrins, qui ont travaillé sur cette œuvre là-bas. Il y avait également une étude de cas concernant William Labrousse et les travaux ont été écrits par une ex-conservatrice. En fait, Benedict et Bruce sont parmi les artistes internationaux présents dans l'exposition, mais également dans le catalogue. Il faut savoir que la conservatrice Karina Ray du musée a contribué 2 articles au catalogue. Un concerne l'artiste et le dialogue, et cet article concerne des portraits, en fait, des portraits peints, par exemple par Julian Beck, et des portraits que les peintres ont peints les uns des autres. Et il y a un autre article qui s'intitule L'art de s'amuser. Et ici, en fait, on peut voir les occasions festives à Grey-sur-Loing qui sont analysées. Il faut savoir que le peintre suédois Carl Lochen a participé à ce travail sur le chant, les danses, les fêtes et célébrations à grande échelle qui avaient lieu à Grey. Après le moment culminant de cette colonie, eh bien, ici, dans la 3e salle de l'exposition, nous avons Anna Meister, qui est une des commissaires de l'exposition, et son article concerne la fin d'une ère. Et en fait, c'est un sujet très intéressant qui démontre que, contrairement à ce qui a été dit dans d'autres publications d'histoire d'art plus tardives, eh bien, on apprend en fait que les artistes suédois ont continué à Grèce jusqu'à 1886 et plus tard. Vous avez Elisabeth Dostons, qui est une étudiante des arts, qui en fait a parlé en fait de la bande polyglotte et enthousiaste de Gray. Le groupe anglo-saxon, en fait, ont à l'origine colonisé Gray à partir de Barbizon. Et on voit en fait un pic des artistes scandinaves au cours des années 1880, représentant la majorité des artistes présents. Et puis, il faut savoir que vous avez également, en fait, Franck O'Meara, en fait, qui a travaillé là. On a des articles qui parlent de la participation de Franck O'Meara et ses relations avec les artistes scandinaves. Il y a un compositeur, Fredrik Delius, en fait, qui en fait a travaillé là, et il y a eu un article Delius à Gray par un historien musical disant que Delius, en tant que compositeur, a fait de Gray son domicile en fait.
D'autres artistes de nationalités différentes ont vécu à Gray. Cela est visible dans l'exposition. Et là encore, il y a un article qui s'appelle Gray littéraire par un professeur. En fait, Bjorn Magdal, il y a Robert Louis Stevenson, écrivain qui a vécu à Gray. Parmi d'autres, comme je vous l'ai déjà dit, le contenu de ce catalogue de recherche résume en fait l'exposition. Il faut savoir que la façon de la pendaison même des tableaux dans les salles, en fait, essaye de donner l'emphase à Gray, les jardins, l'environnement, le fleuve, les relations transnationales entre les artistes, les sujets des villageois comme sujet des tableaux, mais également le village comme centre de fêtes et célébrations. Ici, vous pouvez voir quelques-uns des dessins humoristiques de Lawson concernant les festivités organisées à Gray-sur-Loing. Ici, vous avez une galerie des portraits des artistes, des musiciens qui étaient présents à Gray. Alors, à part l'enquête sur la colonie artistique de Gray en tant que telle et les participations en 1885-1895, l'exposition démontre en fait que la colonie ne s'est pas arrêtée à la fin des années 80. Les artistes suédois et saxons ont continué à visiter Gray dans les années 1890. En préparant cette exposition, nous avons travaillé pour essayer d'obtenir le prêt d'œuvres, non seulement des musées officiels, mais aussi des collections privées en France, les États-Unis et la Suède. Et nous avons pu tracer avec l'aide d'artistes, en fait, les tableaux très intéressants de l'Irlandais Frank O'Meara, qui était un très bon ami des artistes suédois. On a pu en fait tracer ces tableaux pas loin, en fait, de Gray-sur-Loing. Et ces tableaux ont pu être exposés pour la première fois. Cette exposition aura lieu jusqu'au 8 août de cette année. Cela fonctionne comme une exposition d'art en tant que telle, mais également comme source d'études et d'enquêtes sur les colonies d'artistes. Et cette exposition souligne Gray-sur-Loing et l'importance des phénomènes de colonies artistiques au cours du 19e siècle en Europe centrale et le nord d'Europe. Et dernièrement, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue à Stockholm pour visiter cette exposition. Vous pouvez en fait venir jusqu'au 18 août. Venez voir le plus beau des musées d'art de Stockholm. L'oratorie suivante est Alexandra Herlitz. Bonjour et je vous remercie de m'avoir invité à ce festival. Je vais vous parler de cette colonie d'artistes internationales à Gray entre 1875 jusqu'en 1885. Et là, nous avions des artistes scandinaves et anglais qui vivaient dans le village français de Gray-sur-Loing.
Je vais également vous parler de l'historiographie problématique suédoise. Cette colonie d'artistes à Gray était très importante dans l'histoire de l'art suédois. La plupart des artistes suédois sont devenus les artistes les plus éminents pendant la période de romanticisme suédois à la fin du dernier siècle. Et ils ont tous séjourné à Gray. Ce qui n'est pas connu au cours du dernier siècle, c'est que les artistes suédois à Gray étaient surtout des artistes scandinaves, mais il y avait également des Anglais parmi ces artistes. Vous avez déjà entendu parler de ça, et ils se mélangeaient ensemble. Et il y avait 3 différentes colonies d'artistes internationaux qui vivaient et travaillaient à Gray. La première vague d'artistes dans cette colonie venait de l'Amérique du Nord, de l'Irlande, de l'Écosse, de l'Angleterre et du Canada à partir de 1875. À partir de 1882, il y a eu une vague d'artistes scandinaves qui sont arrivés à Gray, et la dernière vague d'artistes qui sont arrivés à Gray, c'est à partir de 1890, c'était des artistes d'origine japonaise. Et donc ces 3 vagues ne peuvent pas être conçues comme étant la présence exclusive de certaines nationalités à Gray. Et ça doit être considéré comme une expression de pic de certaines nationalités. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas d'autres nationalités qui passaient du temps également à Gray en même temps. En d'autres termes, les artistes scandinaves qui travaillaient à Gray et qui y vivaient en même temps que d'autres nationalités. Toutefois, parmi les artistes suédois dans la colonie de Gray, les Scandinaves ont vraiment été soulignés, alors que le reste du groupe polyglotte dans cette colonie ont été plus ou moins oubliés. Selon l'histoire de l'art suédois, il y a eu un contact, surtout entre les Scandinaves et les autres artistes étrangers dans le village. Et cela semble étrange, comme nous l'avons déjà appris. Il y a quelques exemples de romans et des mariages entre les Suédois et les artistes anglais. La sculptrice suédoise Carolina Benedicts s'est mariée avec William Blair Bruce, et Emma Lowstedt s'est mariée à l'Américain Francis Bruce Chadwick. Il y a de telles preuves qui nous suggèrent que les artistes internationaux à Gray formaient des groupes très distincts. Les peintures suédois de Gray ont été caractérisées comme ayant un caractère nordique. Par exemple, l'historien System Strombo a utilisé ces mots en 1945. Des nuances de gris et très douces avec un accent nordique qui montre les techniques parisiennes de plein air. Et donc, les peintures ont été décrites comme étant un nouvel art scandinave avec un arôme français, avec une touche française. Dans ma recherche, j'ai étudié les autres artistes internationaux qui peignaient à Gray dans les années 70 et 80, et j'ai examiné leurs œuvres d'art. Ce qui est intéressant, c'est que je ne pouvais pas détecter ces traits, ces caractéristiques suédois et nordiques dans ces peintures. Les artistes anglais semblaient peindre des motifs similaires et des tons similaires, des mêmes sentiments que les peintres scandinaves. Et d'autre part, il est évident que les artistes internationaux à Gray avaient les mêmes exemples d'inspiration française, tels que Jean-Charles Cazin, Léon Lermite, Jules Bastien-Lepage, Pierre Puvis de Chavannes et Henri Leroll. Les motifs, les sentiments, la délicatesse et les nuances des peintures françaises font résonance dans les peintures suédoises à Gray. Dans l'histoire de l'art suédoise, il y a ces tons de gris et c'est lié à ces peintures. Et on appelle cela le style Gray. Ces tons de gris qui ont été déployés dans les peintures de Gray ont été déclarés comme étant un produit des conditions locales à Gray, qui étaient rendues de façon naturaliste par les peintres. C'était les artistes eux-mêmes qui ont suggéré que ce gris dérivait
des foins qui donnaient de l'humidité dans l'air et les couleurs très légères et floues des paysages, comme le peintre Leo Pauli l'a dit. Et il y avait cette notion dans l'histoire de l'art suédoise, c'est-à-dire que les peintres suédois ont abandonné ce gris et ces tons flous dans leur art lorsqu'ils sont retournés en Suède. Et comme cette expression ne s'appliquait pas au climat suédois et aux conditions de lumière qui existaient en Suède, ces discussions excluaient les autres peintures de Gray qui, en fait, étaient assez colorées et lumineuses. Et ma recherche a mené à la conclusion que Gray a été établi et nous avons donc des écrits sur ces colonies d'artistes qui soulignent et exagèrent les caractéristiques locales, l'endroit où cette colonie d'artistes a été établie. Donc, c'était un endroit mythique. Et plus tard, on a dit que c'était impossible pour les artistes d'approcher ces paysages d'une autre façon que de la façon que ça a été effectué par cette colonie. Mais nous avons montré par des études que ces caractéristiques stylistiques et thématiques ont été développées au cours de plusieurs années et ne sont pas le produit d'une expérience immédiate de la nature locale. Et ceci peut également être déclaré sur les peintures à Gray. Les premières peintures de Giuseppe Palizzi et d'autres peintres ne sont pas en train de soutenir les notions de ce village. Leur peinture comporte des couleurs étincelantes et saturées et ne sont pas les tons de gris qui sont devenus populaires à la fin des années 1870. Le premier groupe d'artistes anglo-saxons ne sont pas allés à Gray pour ces couleurs gris qui donnaient ce ton mélancolique à leur peinture, mais ils voulaient avoir une rivière dans laquelle nager. Et là, vous voyez les bateaux qu'ils utilisaient pour naviguer sur cette rivière. Et là où ils étaient avant, ils ne pouvaient pas le faire. Et donc, ces écritures du XXe siècle étaient assez explicites. Il n'y avait pas de contact entre les Scandinaves et les autres nationalités à Gray. Et les peintures de ces artistes étrangers à Gray, pendant les années 1890, étaient semblables. Et je voulais savoir si les artistes plus précoces avait établi un réseau à Gray et sinon, pourquoi est-ce que cette communauté de Scandinaves à Gray a été établie par les historiens d'art suédois? Et là, j'aimerais citer August Strindberg. Et ça, c'est une preuve du fait qu'il n'y avait pas de lien entre les Scandinaves et les artistes anglais à Gray. Dans un article, Strindberg a écrit ce qui suit sur la colonie à Gray. Je suis restée à la pension et les Anglais, les Américains, les Norvégiens, les Suédois, les Américains s'émancipaient de toute une gamme de contraintes et nous avions donc un ton assez relâché. Personne ne s'inquiète de ce que font les autres. Les Scandinaves, au bout de la table, célèbrent le jour, jouent au tambour, chantent avec leur premier vers. Les Américains écoutent leur chant, mais ne pensent pas plus de cela. Les Américains choisissent de manger des tomates crues et de boire du brandy avec leur repas, alors que les Scandinaves ne s'en préoccupent pas. Donc, il y a une parfaite harmonie. Il y a souvent des expressions très chaudes et ils partagent ensuite une petite danse après le dîner. Donc, les structures sociales dans ces communautés informelles n'étaient pas aussi libérales qu'on le supposait. Dans ce mécanisme utilisé pour établir une cohésion sociale dans ces colonies d'artistes, il y avait la ritualisation de la vie au quotidien. Certains des artistes à Gray ont laissé des témoignages de ces routines à Gray qui étaient très structurées en période de rassemblement ensemble, en groupe international, et d'autres périodes où il y avait des sous-groupes nationaux. Tout le groupe international d'artistes
mangeaient ensemble dans la grande salle à manger où le travail artistique et les activités de loisirs entre les repas se produisaient. Et il y avait des petits groupes individuels. Après le dîner en commun, les artistes suédois, Kari Larsson, inviteraient les autres artistes scandinaves au studio pour un café. Plus tard, tout le groupe international se rencontrerait à nouveau pour des activités le soir en commun, surtout de la musique et de la danse. Au point de vue sociologique, de telles routines ont une signification pour l'établissement de groupes, pas seulement des groupes individuels avec la même famille linguistique qui devait être consolidée, mais également tout le groupe d'artistes étrangers qui devaient se définir en tant que groupe qui restait à l'écart des villages français. Et ces routines bien structurées, quotidiennes, rendent clair que la vie internationale des artistes à Gray était telle qu'ils voulaient établir une communauté. Tout d'abord, il y avait une séparation des groupes linguistiques à la table du dîner, mais il y avait également des conversations très informelles pendant les repas. Et cela ne représente pas vraiment cette communauté internationale à Gray en tant qu'un ensemble. La danse semble être une meilleure métaphore pour les polyglottes à Gray. John Christian Jansson, qui s'appelait Spara, a écrit ceci dans un journal de Stockholm en 1883. Ce serait injuste de quitter Gray sans même mentionner le mot danse. Il y avait des pirouettes plusieurs fois par semaine et de diverses façons. Les Suédois avaient différentes façons de danser par rapport aux Américains et les Français ont produit beaucoup d'autres variétés. La danse Gray est une danse étrange. Les valses, les polkas et les danses étaient devenues des danses plus cosmopolitaines. Et donc, ceci reflète comment les différentes nationalités étaient représentées à Gray et comment ils se mélangeaient et faisaient partie d'une culture transnationale qui ne s'arrêtait pas aux frontières nationales. Pour en revenir au passage que j'ai cité de August Strindberg, il est clair que cette interprétation de cette communauté internationale correspond également à sa citation. Même s'il était clair du contraire, la dernière signification, c'est une harmonie excellente et maintenue. Parfois, on trouvait une expression plus chaleureuse, partagée grâce à la danse. Et les peintures informelles, celles qui n'étaient pas faites pour la publication, soutenaient cette notion de communauté internationale à Gray. Là, vous voyez une page d'un livre de sketch de l'artiste suédois Kruger à Gray en 1883. Il a caricaturé les artistes de Gray qui dansaient, alors que les Scandinaves et les artistes anglais alternent dans cette queue où ils dansaient avec des sabots. Et il y a également des photos montrant des artistes suédois avec d'autres artistes dans des costumes burlesques pendant une mascarade à Gray. Et ces photos nous montrent qu'il n'y avait pas de séparation nationale entre les nationalités dans cette communauté internationale à Gray. Et bien sûr, les artistes ne voulaient pas seulement s'amuser ensemble, mais il y avait un échange artistique. Et c'est une raison importante pour eux de vivre dans ces colonies avec d'autres artistes. Et ils étudiaient ensemble. Et il y avait des articles sur eux à Paris. Ils allaient à la campagne et c'était essentiel pour eux d'avoir des retours sur d'autres artistes. Et il y avait un dialogue avec d'autres artistes, des lettres, des mémoires et même des textes publiés. Et c'était vraiment très important pour eux à Gray. La question reste pourtant, est-ce que il y avait des relations véritables entre les artistes et la communauté internationale à Gray? S'ils étaient amicaux et s'ils travaillaient ensemble, ou est-ce qu'ils se donnaient des conseils sur leur travail? Comment ça se fait-il que cette internationalité n'a pas été discutée jusqu'à présent? Comment ça fait que les historiens d'art suédois au XXe siècle pensaient que les peintures à Gray étaient une dépiction naturaliste des conditions locales? L'atmosphère humide dérivait de la rivière Loing et pas de l'art contemporain en France.
Plusieurs composants ont été utilisés pour établir ces aspects dans l'histoire de l'art suédois à Gray. Un examen historiographique nous montre que l'interaction internationale a tout d'abord été établie par les artistes eux-mêmes et consolidée par les écrivains et les historiens d'art qui faisaient partie de ce cercle en France. Et ce processus a démarré dans les années 1880, lorsque les artistes étaient encore à Gray. Et s'est poursuivi dans différentes écritures. Et ces artistes étaient des écrivains prolifiques jusque dans les années 1920, lorsque certains artistes ont écrit des autobiographies et ils regardaient en arrière leur séjour à Gray de façon nostalgique. Et ensuite, il y a eu d'autres écritures sur Gray parce que les textes, plus tard, citaient et réutilisaient les mots mêmes des artistes. Bien sûr, ces écrits de ceux qui ont passé du temps à Gray sont les seules sources que nous avons maintenant. Et donc, il y a des descriptions de tout ce qui se passait à Gray tous les jours, avec des écrits qui n'étaient pas faits pour être publiés. Et ils ont été effectués à Gray. Et nous avons donc des choses qui ne sont pas très cohérentes. Les textes publics parlaient d'une communauté scandinave harmonieuse où il y avait des interactions avec des artistes anglais qui parlaient anglais, mais ça, ce n'était pas un sujet de discussion. Mais il y a des lettres et des cahiers privés qui montrent que ces artistes suédois restaient souvent avec les artistes qui parlaient anglais. Malheureusement, les souvenirs non publiés de ces artistes n'ont pas été questionnés par les autres artistes plus tard. Et de cette façon, les artistes ont fait un récit de leur propre histoire et ils ont inclus et exclu des événements, des individus à leur propre discrétion. La question pourtant reste, pourquoi est-ce que ces idées de la colonie à Gray, pourquoi est-ce qu'ils ont été établis? En ce qui concerne la bourse pour cette colonie à Gray, c'est devenu un fait que l'âge d'or des artistes ruraux européens coïncidait avec les aspirations du 19e siècle. En tant qu'artiste, à la fin des années 1800, à travers la création de ce style national, il fallait que cela contribue au processus de création d'une nation. Et c'est devenu difficile pour les deux artistes et les artistes et les historiens d'artistes contemporains de regarder ces longues périodes de formation à l'étranger et cet échange international et ce mélange de colonies. Dans l'historiographie suédoise de Gray, ce problème a été résolu en soulignant la communauté scandinave en France et en réclamant des traits nordiques dans leur travail. Et également la formation grâce à des enseignants français et des modèles, ça devait également être intégré. Et ça, c'était difficile parce que les peintres à Gray sont devenus les artistes les plus importants pendant cette période de romanticisme suédoise à partir de 1880 jusqu'en 1920. Et dans leurs propres écritures, les artistes tels que Richard Berry récapitulaient comment les peintres suédois, après le retour de la France, je cite, ont enlevé leurs gants français et ont commencé à peindre ce qu'il appelle vraiment des peintures suédoises. Grâce à de telles descriptions, ils ont gagné plus de crédibilité en tant que peintres nationaux suédois. Et les premiers aspects qu'ils ont abandonnés immédiatement lorsqu'ils sont rentrés en Suède, ce sont ces tons de gris qui peuvent être vus ici sur ces deux travaux qui ont été présentés lorsque les artistes sont retournés de la France. Donc là, vous voyez les motifs, la composition, la structure, et ceci ne laisse pas ce sentiment, ce gris a disparu, et là, il y a plus de lumière et plus de couleurs. Mais on ne sait pas si ceci s'est vraiment produit parce qu'il y a moins d'humidité par rapport à la vallée de loin. Et les expériences de la formation française n'a pas
pas pu être utilisé dans le contexte suédois. Et l'artiste pouvait recevoir ces tons de gris en Suède. Ces tons de gris à grès étaient perçus comme étant une qualité française par les critiques d'art suédois. Les critiques d'art suédois ont dit par exemple que la peintre suédoise Julia Beck n'a pas pu se débarrasser de ces tons de gris et que c'était dommage parce qu'elle était un très bon peintre. Julia Beck, c'est l'une des artistes qui a été exclue de cette histoire d'artistes d'art de cette colonie de grès. Elle a eu beaucoup de succès en France et elle a reçu l'ordre national de la Légion d'honneur en France. Mais comme elle n'est jamais rentrée en Suède, elle est morte à Vaucresson en 1935 et puisqu'elle a continué à peindre selon le style français, elle a réussi à entrer dans l'histoire de l'art suédois seulement récemment. Grès est resté un endroit mythique en Suède. Et dans l'intérêt général des publications, à partir des années 1990, il est évident que ce village français est devenu suédois, un lieu de mémoire dans le sens de Pierre Morin. Le travail artistique de Grès, ce n'est pas un raisonnement artistique des événements du passé comme cela devrait le faire dans le champ de la science historique. Grès est devenu un lieu de mémoire. Son histoire est basée sur la nostalgie et le sens nostalgique de souvenirs et les peintures des artistes suédois. Les mascarades, ces épisodes drôles et romantiques à Grès ont contribué à cette notion de Grès comme étant l'endroit où c'était un paradis pour les peintres suédois. À la fin des années 80, l'hôtel Chevillon à Grès a été acquis par la Fondation suédoise avec le soutien du roi suédois. Et c'est devenu un endroit de signification nationale. Et ainsi, on a pu entrer en possession de ce lieu de mémoire suédois malgré sa situation sur le territoire français. Pour résumer, le manque d'égard et ces expressions dans ces peintures qui étaient mêlées à des caractéristiques suédoises. Ce sont des notions qui ont été établies dans l'histoire de l'art suédois à la fin du 19e siècle par les artistes eux-mêmes et par les écrivains contemporains et les historiens de l'art qui étaient connectés à ces artistes. Ces idées ont été construites et établit une image très claire de l'art suédois et de son histoire sans ambiguïté potentielle. L'histoire de l'art suédois et les écritures sur Grès peuvent être conçues comme des solutions pour les artistes et pour les historiens de l'art à la fin du XIXe siècle pour intégrer ces séjours et leur formation en France, ainsi que le contexte international dans lequel ils ont travaillé et vécu pour être intégré dans l'histoire de l'art suédois. L'interprète s'excuse, mais la personne a lu son texte extrêmement rapidement. Merci. D'abord, un petit mot pour les francophones, parce que je vais faire la présentation. Donc, je suis désolée pour cela. So,
After Karen's talk, Suite à la présentation de Karine sur l'exposition, l'excellente exposition et la présentation d'Alexandra sur les artistes liés à Grey-sur-Loing au cours de ces années extraordinaires et légendaires jusqu'à 1886, lorsqu'il y avait un grand nombre de Scandinaves présents à Grey. Je voudrais vous parler des artistes qui ont soit décidé de ne pas venir à Grey, soit de ceux qui sont arrivés plus tard à Grey ou ceux qui sont restés au-delà de la date 1896. On a vu que Grey-sur-Loing était leur seule rencontre avec les colonies artistiques en France. Et on pourra même peut-être découvrir que ces artistes qui sont venus plus tard sont en fait une troisième culture, à mon avis, différente de ceux qui étaient là au cours des années 70 et 80 à Grey. Mais de toute façon, il y a des questions sur l'identité qui deviennent plus tangibles lorsqu'on vit à l'étranger. Et l'identité nationale des artistes cosmopolites dont je vais vous parler sera le résultat des interactions qu'ils ont pu avoir lorsqu'ils étaient en France, soit à Paris, soit dans la colonie rurale de Grey. Alors, en ce qui concerne l'historiographie traditionnelle basée sur une approche nationaliste de l'événement, va recycler en fait les idées que vous aurez peut-être pu voir de Peter Servet-Creher qui était à Grey-sur-Loing. Ici, vous avez en fait ce tableau qui est devenu un peu l'icône du succès des artistes scandinaves qui étaient en France dans les années 80 et qui vivaient dans des communautés fermées avant de rentrer. Mais nous savons maintenant que les artistes scandinaves qui vivaient à Grey étaient très proches et travaillaient de façon très proche des autres nationalités qui étaient sur place, si pas aussi proches que des Français. Grey-sur-Loing était et continue à être une havre sûre pour les peintres scandinaves. On sait tous que lorsqu'on voyage à l'étranger, on peut rencontrer des étrangers, parler d'autres langues, mais ce n'est pas obligatoire. On peut également aller à l'étranger de façon indépendante et se mélanger aux locaux. Alors, même si la plupart des artistes impliqués faisaient des allers-retours à Paris, Grey, pendant un moment, était une micro-communauté dans le cercle plus large des artistes scandinaves en France. Mais au cours des années 90, les artistes scandinaves ont continué à participer à d'autres communautés régionales, mis à part Grey, mais il n'y aurait jamais une aussi grande communauté d'artistes scandinaves en France telle qu'elle avait été au cours des années 80. Pour moi, ce changement indique encore une meilleure intégration dans la scène artistique française. Alors, pour démontrer ce point, ma première image, cette petite aquarelle de l'artiste suédois Andersson. Alors, je n'ai pas de preuve qu'il est venu à Grey, à la colonie artistique, mais c'est très probable. Vous savez probablement qu'il s'est installé en France en 1888, mais il venait régulièrement à Paris et en France au cours des années 80, donc était tout à fait au courant de ce qui se passait à Grey, étant donné que beaucoup de ses amis étaient là. Ici, vous avez une image de sa femme lors d'une visite à la forêt de Fontainebleau, même si le titre du tableau, c'est Emma dans la forêt de Barbizon. Ici, il a certainement visité les artistes à Grey lors de ce voyage ou au cours d'autres voyages, mais il n'est jamais resté longtemps à Grey-sur-Loing. Ça, c'est sûr. Jean, par contre, a vécu dans une colonie artistique, mais à Saint-Yves, en Cornouailles, en fait, où il a fait ce tableau entre 1887 et 1888. En fait, c'est le tableau qui le permettrait de percer dans le Salon de Paris en 89. Lors de cette visite, il a rencontré Edward Simmons, Adrian Stokes et sa femme, Marion Quendelsberger Stokes, qui était une très bonne amie
de l'artiste finnoise Ellen Scherbeck. Et il a bien sûr fait partie il était également avec Emma Grosbeck et Chadwick. Et Emma Lerbstick Chadwick est l'exemple type d'une artiste qui travaillait dans des colonies artistiques rurales. Elle a épousé un ami de John Singer Sargent, le peintre américain Francis Brooks Chadwick, en 1882, et ils achèteraient un hôtel sur place. Chadwick est arrivé en France pour la première fois en 89 dans un village de Normandie. Lorsqu'elle est revenue en France, elle s'est inscrite à l'Académie Julia, où elle est devenue amie avec Marie Parcherserf. Elle a passé du temps à Concarneau en Bretagne, où elle a rencontré Scherbeck et d'autres. Donc, lorsque je fais cette présentation, il ne faut pas croire que j'essaye de parsemer mon travail de nom connu de l'artiste. Je voulais seulement dire que Emma Lois Chadwick, telle que Zorn et les autres artistes que je vous présente, était très bien intégrée dans un cercle artistique international beaucoup plus large qu'on aurait pu le croire, et peut-être plus que ceux qui sont restés à Grey lorsque Grey était une colonie artistique scandinave. Il faut savoir que Emma Lortzwick Chadwick a beaucoup voyagé vers Grey-sur-Loing, qu'elle avait en fait découverte dans les années 80. Elle s'y est établie avec son mari seulement à partir de 1891, quand la plupart de ses compatriotes avaient déjà quitté Grey. Les interprètes s'excusent, mais nous n'avons pas eu connaissance des textes et ils lisent des textes très vite. Là encore, on parle en fait de William le Canadien et sa femme suédoise, Carolina Benedicts Bruce, qui étaient les deux artistes. L'artiste canadien a décidé de quitter Barbizon en 1885 pour aller à Grey-sur-Loing. Ce couple s'est également décidé à s'établir à Grey-sur-Loing, mais seulement en 1889, et ils y sont restés jusqu'à 1894. Benedict Brooks était également très bien intégrée dans la scène artistique française. Ici, elle a représenté son maître Falguière. Elle a également fait un buste d'Édouard Danton, et cela à Saint-Cloud. Vous pouvez voir qu'elle a pu rencontrer en fait un artiste japonais, Kubota. Comme avec les Chadwick, ce couple s'est beaucoup déplacé. Ils ont visité l'Italie, le Canada, la Laponie suédoise. Et malgré cela, on n'a pas l'impression qu'ils aient réellement abandonné Grey-sur-Loing complètement, car on peut voir que Carolina Benedicts Bruce ferait des aquarelles qui représentaient cette époque jusqu'à 1897. Alors, on a le couple Kalstenius, encore un couple suédois. On a Gottfried et Gerda, qui étaient les deux des amis des Chadwicks et des Bruce. Ils sont restés chez Madame Chevillon, à Grey, au printemps de 82. Ici, vous avez ce tableau, un jeune couple amoureux qui a été peint à Grey. Et vous avez de Gottfried également un portrait de sa femme Gerda, peint à Paris. Ici, vous avez en fait des images de Gerda Castellinius et vous pouvez voir ici sur le tableau vous pouvez voir que le couple a également passé du temps en Bretagne, probablement après le départ de Paul Gauguin, qui avait des liens très étroits avec la communauté scandinave par le biais de sa femme danoise. Vous avez Anselm Schulzberg qui est venu avec un ami peintre
Paul Traeger pour rester à Grey-sur-Loing en 1889. Ici, vous voyez une journée d'automne ainsi qu'une scène sous la neige. Schultzberg a peint également à Nogent-sur-Marne ainsi qu'en Normandie où là encore, il était accompagné de Paul Traeger. Malheureusement, je n'ai pas d'image d'œuvre de Paul Traeger. Ici, vous avez encore une image de Fontainebleau. Ici, l'été. Et vous avez également d'autres exemples, en fait, de la Normandie. Ensuite, vous avez ici, en fait, Alfred Hauge, qui a été peint par Paul Cézanne, mais qui n'est pas resté à Grès, mais dans un village proche. Vous savez que d'autres avaient, en fait, passé du temps à Grès-sur-Loing. En fait, Paul avait passé du temps à Grès-sur-Loing et avait un atelier, en fait, à Paris également. Ici, il y avait également une artiste norvégienne qui était avec son professeur. Alfred Hauge, en fait, a également travaillé avec Stuart Merrill et Oscar Wilde. Et bien sûr, il y a Julia Beck qui a des liens proches avec la colonie de Grès-sur-Loing au cours du début des années 80. Et ici, vous la voyez peint par son ami français Richard Berg en 1882. Vous avez également un exemple de son travail, qu'elle a fait entre 82 et 85 à Grès-sur-Loing. À la fin des années 80, elle est revenue en France où elle a vécu à Vaucresson à côté de Versailles. Et là, on verra une évolution significative de son travail. Julia Beck, en fait, va vivre à Vaucresson jusqu'à la fin de sa vie, même si on a tendance à ignorer ce fait dans l'historiographie suédoise. Elle a travaillé à Vaucresson, elle a participé à différents salons et expositions. Elle a en fait participé à une exposition dans les années 90 de peintres symbolistes et impressionnistes, salon où il y avait Suzanne Valadon, Toulouse-Lautrec et Maurice Denis. Donc, même si elle vivait en dehors de la ville, elle était très impliquée dans la scène artistique française. En 1884, elle avait été interviewée pour un magazine suédois et elle a dit que elle trouvait qu'il était impossible de travailler de façon sérieuse en ville parce que ce n'était pas assez animé pour elle. Elle va recevoir la Légion d'honneur en 1934. Elle a dû quand même attendre pour la recevoir. Ici, vous pouvez voir qu'il y avait beaucoup d'artistes nordiques qui sont partis en Bretagne. Quelques exemples. Ici, vous avez un tableau d'une veille funéraire et qui a été peint en fait par un Suédois, Theodor Wallin. Ce tableau a été acheté par l'État français et se trouve aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Quimper, en Bretagne. Un autre artiste qui chercherait l'inspiration en Bretagne, vous avez Richard Hall, un peintre finnois très célèbre qui a été formé à Stockholm. Et il a beaucoup voyagé entre New York, l'Argentine et la France. Et ici, vous voyez un autre tableau qui a été acheté par l'État français. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ce travail de 1892 du pauvre artiste suédois Per Jan
Torge Evert. Malheureusement, il s'est suicidé juste avant la présentation de ses tableaux au Salon de 94. Il a peint à Concarneau, un lieu qui avait attiré beaucoup d'artistes scandinaves. Le Suède était certainement influencé par les néo-impressionnistes. Ici, vous avez deux tableaux d'un des artistes vétérans de la présence suédoise en France. Alfred Wahlberg est arrivé en France en fait en 1866 et est resté en France jusqu'à sa mort en 1906. Il a découvert beaucoup de régions de France. Ici, vous avez un paysage de Bretagne de 1899. Mais en fait, un des lieux les premiers qu'il a découvert, c'était la colonie artistique de la Creuse, lieu assez difficile à trouver. Mais en fait, il y a été très tôt et je ne peux pas vous dire à quelle époque il a peint ce tableau. Il a été daté de façon erronée 1857, mais je pense que c'est faux. Je pense que c'est plutôt un tableau peint à la fin des années 70. En fait, ici, vous avez une image de Gargilès. Et Louis Mirov a dit qu'il avait rencontré Alfred Wahlberg, mais il dit pas quand, mais il avait également un de ses tableaux dans sa collection privée. Et lorsqu'on parle de la région de la Creuse, vous avez d'autres artistes nordiques qui vont y aller. Vous avez Alain Osterund, encore un artiste nordique qui restera en France toute sa vie. Alain Osterund est l'exemple d'un artiste très bien intégré dans son pays hôte. Il a eu une carrière à Paris. Il a participé à différentes sociétés avec Lucien Evidemer et Hélène Knopp, parmi d'autres. Il était aux Beaux-Arts, en fait. Deux exemples de ses œuvres. Alors, en fait, c'est la légende du charmeur de rats. D'une part, c'est une histoire, c'est un conte de fées, en fait, allemand à l'origine. Et ici, vous voyez, c'est très intéressant lorsqu'on fait cette comparaison entre ces deux tableaux, celui avec les vaches dans une rivière. Ça fait partie des collections privées d'ailleurs. Et ça, c'est un portrait de Österön, peigné par Astur Storsson, qui est très très connu sur la scène artistique suédoise. Anna Österön est allé à Barbizon lorsqu'il est arrivé en France en 1879 et ensuite il est resté à Grès-sur-Loing plusieurs fois, brièvement, et un peu plus de temps en 1885. Il n'y a pas beaucoup de traces dans son œuvre sur cela. Et Österön a choisi d'autres régions de la France où il a séjourné lorsqu'il était en France, la Bretagne et la Creuse. Il a tout d'abord découvert la Bretagne grâce à son ami Armand Daillon qu'il a rencontré en 1883. L'idée d'aller à la Creuse est peut-être venue de son ami Wahlberg, ou alors c'est l'idée d'Armand Daillot, parce que Daillot était très proche du poète Maurice Rollinat, qui habitait là-bas depuis 1883. Et il est devenu un ami très proche d'Alain Asselin, comme vous pouvez le voir ici, d'après le portrait du poète. Selon le fils de l'artiste, Österön a été introduit à Claude Monet par Rollinat, lorsque Monet est resté dans cette région en 1889. Donc, en 1886, Alain Österön a amené son ami As Josephson à la Creuse et il a continué à y séjourner avec la famille d'Österön pendant 2 années. Et il a voyagé avec Österön en Bretagne. Ils sont allés à Trébourg tout d'abord et dans la maison de Madame Laurenton, ils ont rencontré Louis Frédon et Madame et ils étaient très proches de la famille de Österön et ils ont fait ce portrait qui se trouve au Musée national de Stockholm.
Et là, j'aimerais mentionner l'artiste norvégien Christian Sjösek. Lui et sa femme sont allés à Aleppo, dans la Creuse, pour visiter Josephson et Österlen pendant l'hiver de 1886 à 87. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'infos sur cette peinture pendant son séjour à Aleppo. Et Sjösek avait habité à Grès-sur-Loing entre 1881 et 1882. Eric Saar, pardon. Oui, il y a un petit écran qui est apparu, une petite fenêtre qui est apparue. Donc, il faudrait enlever cette petite fenêtre. Il reste 30 secondes exactement. Il ne me reste plus que 3 diapositives. Donc, petit problème technique. Eric Seff et Gustav Albert sont également allés dans la colonie artistique de la Creuse entre 1886 et 1887. I only have 3 more slides. Oui. C'est que ça a été allumé trop longtemps. Il faut faire échappe et recommencer. Non, là, c'est pas le bon. Voilà, ça. Là, c'est bon. Voilà. Je vais pouvoir conclure. Bon, Donc, Gustav Albert est également allé à la colonie artistique de la Creuse entre 1896 et 1997. Ça, c'était sans doute sur l'invitation de Alan Oesterleel. La plupart des artistes, en fait, restaient en France tout au long de leur carrière. Eric Oesterleel est arrivé en 1890 et il n'est jamais allé à Grès-sur-Loing. Peut-être qu'il l'a fait pour un séjour plus court. Après les années 1900, il a quitté Paris et il a choisi une autre région pour peindre ses paysages et pour travailler. Noisy-sur-Oise. Et à partir de 1997, Gustave Albert a habité dans la région de l'Oise également. Donc, malgré le fait qu'ils étaient éloignés de Paris, Albert a participé dans les salons et c'est Jean-Baptiste Faure, le chanteur d'opéra et le collectionneur d'art, qui l'a soutenu, qui était son mécène. Jean-Baptiste IV a acheté plus de 4 peintures d'Albert. Et la dernière chose, donc c'est à Tréboul, en Bretagne, au cours de l'été de 1886, lorsqu'ils étaient avec Josephson, que Oesterleel a peint cette scène très ensoleillée d'un baptême. C'est le docteur Antel qui investissait dans l'art dans les salons de Paris qui a demandé cela. Là, vous avez l'artiste qui est debout devant le poète Edmond Haraucourt dans l'île de Bréhat, en Bretagne, où Oesterleel a énormément travaillé au cours de sa carrière. Et de temps en temps, il se relâchait, comme vous pouvez l'imaginer. Et là, vous voyez ce qu'il peignait à l'île de Bréhat, au cabaret des décapités. C'était son endroit de loisir. Et là, j'ai une dernière image pour vous prouver que ces artistes sont restés ici tout au long de leur vie. Donc ça, c'est une triptyque que Oesterleel a donnée à son école à Stockholm. Ça a été peint en 1909 en Bretagne. Et ce que je voulais vous dire à propos de ces artistes expatriés, c'est que, à moins qu'ils ne viennent de familles riches, ils étaient obligés de rester sur le marché très concurrentiel de Paris. Et en adoptant une troisième culture, ils n'étaient pas reconnus comme étant scandinaves ni français.
Orstis en France a eu beaucoup de succès et leur travail a été plus facilement accepté par les musées français ou par les collectionneurs internationaux. Donc ils n'ont pas désavoué leur propre patrimoine, mais les Scandinaves dans les années 1800 ont pu s'intégrer plus facilement dans leur pays hôte. Et je pense que ça c'est visible également dans la façon dont ils ont montrer et essayer de vivre dans ces différentes colonies d'artistes. Merci. Yes, we have some questions. Oui, nous avons le temps pour des questions. Je vais faire passer le micro si jamais vous avez besoin de poser une question. Je suis étonné que dans vos présentations, il ne soit pas montré de tableau de Larsson, qui a quand même vécu 2 ans à Grès, ce qui n'est pas rien. Il a une rue à Grès. Donc, nous aimons beaucoup Larsson à Grès. Voilà pourquoi je pose la question. Comment ? Et oui, il a demandé la main de sa femme sur le pont de Grès, dit la légende. Je ne sais pas si c'est vrai. That is absolutely correct. Oui, vous avez absolument raison. Quand Larsson, c'était très important pour lui de rester à Grès-sur-Loing, absolument. Et nous avons quelques images de l'exposition avec ses aquarelles. Donc, si on pouvait peut-être changer et regarder ces images, nous les avons ici. Donc ici, vous voyez quelques exemples de l'exposition. Ce sont des aquarelles très importantes de Carl Larsson. Et au centre, par exemple, vous avez la grande aquarelle du Musée national et c'est l'une de ces aquarelles les plus connues de Grès-sur-Loing. Donc, c'est absolument juste que Carl Larsson était très important dans cette colonie à Grès. Y a-t-il d'autres questions? Oui, avec le micro, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais je n'entends pas l'orateur sans micro. Il faut que tu dises en France, en anglais. Madame Axel a parlé de l'écrivain qui avait écrit l'article sur Grès-sur-Loing 1888, je crois. 100 ans après cette date, un autre journaliste suédois est allé voir si ça existait encore. Et il a inspiré 3 Suédois d'aussi aller voir si ça existait. Et ils se sont décidés et sont mis dans la tête que ça doit rester dans la propriété de la Suède. Et ils ont commencé à négocier avec le propriétaire qui était un privé. Et finalement, ils ont trouvé un monsieur qui les a, un fortuné qui a pu donner de l'argent pour ça. Et une banque aussi a assisté à finir cette affaire. Et Hôtel Chefillon a été donc repeint, remis en ordre. Et l'atelier de Carl Larsson existe. Et on peut y habiter si on est compositeur, ou si on est écrivain, ou si on est artiste. C'est un endroit où on travaille calme. On peut parler, nous pouvons parler là aujourd'hui, frapper à la porte. Ça, ils ne vont pas vous laisser entrer parce que c'est un cadre où on travaille doucement. Mais je passe à Caroline une idée de voir ce que ces gens ont fait pendant 30 ans dans cette très belle place auprès du Loing. C'est très joli et il y a beaucoup certainement des artistes et des écrivains qui ont écrit de belles choses qui vaut la peine de ne pas être oubliés et que fait se mettre à côté de ces grands peintres qu'on a vus aussi aujourd'hui. Merci.